parle de tout. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Voici donc cette deuxième vidéo qui fait suite à la première qui était consacrée aux antidiabétiques. Et on avait abordé dans cette première vidéo les différentes cibles physiopathologiques et par conséquent les différents groupes de chacun, donc chacun des groupes des antidiabétiques et comment les classer. Aujourd'hui, nous allons voir donc la liste la plus exhaustive possible de tous les produits sur le marché dans notre pays ou bien autres qui sont disponibles pour traiter le diabète. Alors, nous allons bien sûr parler donc groupe par groupe, c'est-à-dire mode d'action par mode d'action. Il faut savoir aussi que dans chaque grand groupe qui ont plus ou moins le même mode d'action, il y a des sous-groupes qui peuvent donc se différer par rapport à leur, par exemple, structure chimique, ou bien des modes d'action, si vous voulez, un peu différents, mais qui ont toujours la même cible. Donc nous allons voir progressivement donc chacun des groupes de médicaments qui vont traiter le diabète, et dans chacun des groupes nous avons donc subdivisé d'autres de petits sous-groupes s'ils existent, bien entendu. Des insulinosensibilisateurs. Pourquoi commencer par les insulinosensibilisateurs? Tout simplement parce que parmi les insulinosensibilisateurs, nous avons donc la molécule du traitement du diabète de type 2, qui est vraiment la plus répandue, celle qui est recommandée en première intention, d'accord, et qui n'est autre que la metformine, autrement dit le glucophage. La metformine, elle a pour action surtout de réduire ou de diminuer ou bien d'inhiber la production hépatique de glucose et donc une bonne répercussion sur la glycémie à jeun inhérente à la production hépatique de glucose, mais aussi une amélioration de la réponse à l'insuline, que ce soit du foie, mais aussi des autres organes, notamment musculaires. Donc une amélioration de l'insulinrésistance. Cette molécule, elle est très puissante parce qu'elle permet de réduire environ 1 à 1,5% d'hémoglobine glyquée. Elle est commercialisée et recommandée en première intention dans le traitement du diabète de type 2. C'est une molécule qui est quand même assez bien tolérée. Par contre, donc, elle peut avoir certains effets digestifs plus ou moins désagréables, mais qui restent peu fréquents. L'autre complication de la metformine, c'est bien entendu l'acidose, la fameuse acidose lactique qui est de très mauvais pronostic en raison donc d'une surproduction de lactate. Mais cette complication est de plus en plus rare. Par exemple, dans ma petite expérience, je n'ai jamais vu de patient qui avait présenté une acidose lactique. Et pourquoi? Parce que les contre-indications de la metformine sont plus ou moins très bien respectées et bien connues. Différentes contre-indications de la metformine qui sont les 4 insuffisances: insuffisance cardiaque, respiratoire, hépatique et rénale. Et puis, vous avez donc l'éthylisme et la grossesse. La forme à 500 mg ou bien 850 mg, on commence généralement par 2 à 3 fois par jour et puis on augmente jusqu'à environ 850 2 à 3 fois par jour, cela dépend. Il y a certains praticiens qui plafonnent au maximum à 2000 mg, mais il existe également à la forme à 1000 mg. On peut aller jusqu'à 3000 mg par jour. Autres insulinosensibilisateurs, il n'y a pas que la metformine. Il y a un autre groupe que je ne préfère ne pas détailler parce que je juge que c'est assez inutile de trop détailler ce groupe que l'on appelle les glitazones. Les glitazones ont un mode d'action très particulier, mais pour vous l'expliquer, il faudrait revoir toute la physiopathologie du diabète de type 2 et cela risque d'être très long, sachant que ces molécules ne sont pas disponibles dans notre pays et d'ailleurs qu'ils ne le sont pas dans la majorité des pays du monde, mis à part, je pense, les États-Unis. Elles auraient été donc retirées du marché
en raison de certains effets secondaires assez sévères, notamment des tumeurs vésicales, mais aussi des insuffisances cardiaques. Et donc pour cela, je vais m'arrêter là-dessus. Les insulinosécrétagogues dont je vous ai parlé la dernière fois, autrement dit les insulinosécréteurs, ceux qui font sécréter de l'insuline. Donc il existe surtout deux groupes que l'on divise simplement de par leur structure chimique. Ce n'est pas par rapport au mode d'action qui est assez similaire. Donc le premier groupe, il s'agit de sulfamides, puisqu'ils contiennent donc un noyau de sulfamides. Ils sont quand même apparentés à des sulfamides antibiotiques. Donc c'est de cette manière que leur action sur l'insulinosécrétion a été découverte. C'est parce que les cellules bêta-langerhans sont dotées de récepteurs appelés SUR1, et ces récepteurs donc, sont activés par ces sulfamides et qui permettent donc une sécrétion ou une libération de l'insuline préformée indépendamment de la glycémie. Donc leurs contre-indications sont des insuffisances hépatiques et rénales, bien sûr, l'association à un antifongique qui s'appelle le miconazole, autrement dit le Bactarian, c'est des interactions médicamenteuses. Le principal avantage, c'est qu'ils sont également efficaces, très efficaces, et ils ne sont pas du tout chers et disponibles sur le marché. Leur principal inconvénient, c'est, comme on l'a dit, quand il y a une réduction, ou plutôt une stimulation de l'insulinsécrétion indépendante de la glycémie, il se peut qu'il y ait des effets secondaires de type hypoglycémie. C'est vraiment le principal effet secondaire à craindre dans ces médicaments. C'est pour cela qu'ils sont plutôt recommandés en deuxième intention, c'est-à-dire en association avec la metformine, par exemple. Ces sulfamides, les produits que l'on connaît, donc vous avez par exemple, nous avions donc toujours ce qu'on appelle le glibenclamide, qui est un puissant sulfamide, mais dans la prescription, elle recule de plus en plus. On parle donc du Downhill, du Diabenil, du Glibil, ça ce sont des génériques, d'accord. Les autres molécules principales sulfamides qui sont disponibles sur le marché, je citerai donc le glyclaside, que l'on appelle donc le diamicron, j'imagine que vous en avez entendu parler, et l'autre molécule, c'est le glimépiride, appelé donc Amarel. Et avec ces sulfamides, nous avons d'autres produits. Il n'y en a pas beaucoup, hein, en fait. Il n'y a qu'une seule molécule qui est sur le marché. On les appelle donc les glinides. Les glinides, c'est quoi? C'est qu'ils sont différents structurellement par rapport aux sulfamides de façon purement chimique. Par contre, le mode d'action est assez similaire. Nous disposons par exemple le répaglinide qui s'appelle le Novonorm, qui est disponible sur le marché, mais ce qui diffère, quel est l'avantage de ce Novonorm par rapport aux autres sulfamides par exemple, c'est un insulinosécrétagogue à action très rapide. Donc il donne une insuliноsécrétion très rapide juste après sa prise, et cet effet il disparaît très rapidement par la suite. Et donc la façon de le prendre, elle dépend des repas. Il suit toujours les repas. Ce qui est dit, c'est que lorsqu'on le prend, un repas, on prend le répaglinide, pas de repas, pas de répaglinide. Et comment s'appelle commercialement ce répaglinide? C'est tout simplement le Novonorm. Alors ce Novonorm, je ne sais pas s'il est encore commercialisé de type Princeps, mais il existe pas mal de génériques comme le Diabenon par exemple de Saïdal, ou bien le diaglinide. L'effet de ce diaglinide ou ce répaglinide, il a un effet de réduction de la glycémie, surtout postprandiale. Donc on donne des petites doses, on commence par la dose minimale 0,5 mg avant chaque repas par exemple, et on vérifie les glycémies postprandiales. Et tant que c'est pas atteint, on peut aller avec les doses, donc 0,5, 1 mg, 2 mg, 3, 4, on peut aller même jusqu'à 6 mg avant chaque repas, mais sans dépasser les 16 mg par jour.
Comme ce diaglinide a un effet très rapide, il y a un moindre risque d'hypoglycémie, mais qui n'est pas nul. L'utilisation du répaglinide ou bien du novonorm, elle est contre-indiquée en association avec le gemfibrozil, qui est une fibrate pour réduire les triglycérides. Par contre, l'avantage qu'il présente, c'est qu'il peut être utilisé à des situations d'insuffisance rénale assez plus ou moins avancées, ce qui constitue un avantage par rapport aux tous les autres produits. Pourquoi? Parce que ce répaglinide est à élimination essentiellement hépatique. Concernant les inhibiteurs des alpha-glucosidases dont on a parlé la dernière vidéo, nous disposons donc de l'acarbose qui s'appelle en fait le gluco-B. Ce gluco-B, il est commercialisé sous forme de générique chez nous. Son action, elle ressemblerait par rapport au résultat un petit peu, se rapprocherait un petit peu du novonorm, parce qu'il a un effet surtout postprandial, comme on l'a dit. Par contre, son avantage c'est quoi? C'est qu'il ne donne pas d'hypoglycémie. Il ne donne pas d'hypoglycémie. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que inhiber la dégradation des glucides complexes. D'accord? Donc, quand on prend des glucides rapides, ces sucres rapides vont passer. Et bien sûr, les glucides complexes vont être un petit peu, leur absorption va être retardée, mais il n'y a aucune action sur l'insuline. C'est ça qui est bien. Un autre avantage avec le gluco-B ou bien la carbose, c'est qu'il y a une biodisponibilité que de 1%. Donc il n'y a vraisemblablement pas d'effet systémique, mis à part la principale contre-indication, c'est les antécédents d'occlusion intestinale, puisqu'un effet purement intestinal, mais aussi une insuffisance rénale, toutefois quand même sévère. Maintenant, on vient aux incrétines. Je vous en ai parlé la dernière fois. Les incrétines, c'est quoi? Ce sont des peptides intestinaux qui sont donc sécrétés lorsque le bol alimentaire il vient au niveau duodénal. Et ces peptides, leur rôle, c'est quoi? C'est d'aller potentialiser la sécrétion en insuline dans des situations d'hyperglycémie, plus ou moins. Pourquoi est-ce important? Pourquoi j'en y insiste? Parce que, en fait, le principal stimulus indispensable à la sécrétion de l'insuline est le glucose. Il n'y a pas d'autre stimulus endogène, mais à part le stimulus exogène, par exemple les sulfamides dont on a parlé. Alors, l'effet de ces incrétines, il est nul dans situation de glycémie normale ou de glycémie basse. Donc il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. C'est ça qui est bien. Avec donc une sécrétion en cas de situation d'hyperglycémie. Et comme on l'avait dit la dernière fois, ces incrétines, en l'occurrence la principale incrétine qui est le GLP-1, glucagon-like peptide 1, ce peptide, il est très rapidement, après 2 minutes, dégradé par une enzyme appelée la dilpeptidase de type 4. D'accord? Alors comment faire pour s'affranchir de cette situation? On peut soit inhiber cette enzyme et donc allonger donc la demi-vie, si vous voulez, de ce peptide endogène, ou bien on peut injecter ce qu'on appelle des analogues, c'est-à-dire des composés chimiques qui sont un peu similaires, mais pas à 100% du glucagon-like peptide 1. Mais pourquoi? Pour synthétiser des peptides qui sont capables d'avoir la même action de ce GLP-1, mais en même temps de résister à la dégradation par cette enzyme. C'est ça qui est vraiment ingénieux. Donc, nous disposons de des inhibiteurs de la dipeptidase, IDPP4, qui inhibe cette enzyme, et de ce qu'on appelle les incrétinomimétiques, c'est-à-dire des agonistes, soit des agonistes, soit des analogues, si vous voulez. Alors, d'abord,
les inhibiteurs de la dipeptidase, il y en a beaucoup. On ne va pas tous les citer, de toute façon, ils ne sont pas tous disponibles dans notre pays. Nous avons donc la sitagliptine et la vildagliptine qui sont surtout disponibles mais qui ne sont pas remboursables. La sitagliptine s'appelle Januvia et la vildagliptine qui s'appelle Galvus. Leur effet il est plus ou moins modeste. Ils ne sont pas très puissants. C'est le principal désavantage de ces molécules IDPP4. Par contre, pour les incrétines, c'est-à-dire les agonistes ou les analogues au GLP-1, ils sont très puissants. Ils réduisent donc 1 à 1,7% d'hémoglobine glyquée, mais parmi leurs avantages, c'est qu'ils ont prouvé donc une protection cardiovasculaire. Ils ont un effet sur le poids très important avec une réduction de l'appétit et donc un ralentissement de la vidange gastrique responsable d'une réduction pondérale chez les diabétiques. Ils sont très efficaces et même dans certains pays et dans certaines formes sont commercialisés uniquement pour l'obésité. Autre effet, donc il y a une réduction de la pression artérielle. Donc les contre-indications, s'il y a un antécédent par exemple de pathologie pancréatique, antécédent de cancer médulaire de la thyroïde et surtout une insuffisance rénale sévère, ça constitue quand même des contre-indications. Et les principaux effets secondaires sont surtout digestifs en raison du retard de la vidange gastrique. Il peut y avoir donc des vomissements, des nausées, etc. Et un autre inconvénient, bien sûr, ce sont des médicaments injectables. Alors, pour les exemples, nous disposons surtout dans notre pays du liraglutide. Et ce liraglutide s'appelle tout simplement Victoza. Très efficace, très beau produit, mais malheureusement non remboursable et extrêmement cher. Et il nous reste maintenant les inhibiteurs des SGLT2, c'est-à-dire les inhibiteurs des transporteurs sodium ou glucose. Là, on en avait parlé la dernière fois. Notre organisme ou bien nos tubules sont dotés de transporteurs capables de transporter à la fois du sodium et du glucose à partir des urines primaires circulant au niveau tubulaire. Donc, comme je vous l'ai dit, le glucose il est filtré à travers le glomérule. Il est réabsorbé en quasi-totalité au niveau des tubules rénaux. Et le fait de inhiber ces transporteurs, ça va créer cette glycosurie et ça va donc donner cette déperdition en glucose et donc atténuer cet effet d'hyperglycémie. Alors quels sont les produits? Donc, on les appelle donc les glyphlosines. Ça s'appelle quelque chose glyphlosine. Empagliflozine, dapagliflozine, canvagliflozine, etc. L'avantage de ces produits, surtout pour l'empagliflozine par exemple, c'est qu'ils ont montré donc une efficacité avec une réduction de l'hémoglobine glyquée, mais aussi de l'hypertension artérielle, une réduction de la tension artérielle et des effets de réduction des événements cardiovasculaires assez intéressants, raison pour laquelle ils sont proposés, par exemple, dans les stratégies thérapeutiques. Peut-être qu'on verra ça dans une troisième vidéo. Chez les patients qui sont à risque d'avoir une complication cardiovasculaire, qui ont déjà une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, qui sont obèses et qui sont à risque de l'hypoglycémie, il vaudrait mieux donc privilégier ce genre de produits. Leur principal effet secondaire ou inconvénient, c'est qu'ils favorisent les infections de l'arbre urinaire. Ils sont extrêmement chers, mais de toute façon, donc, ils ne sont pas disponibles dans notre pays. Ils le seront peut-être un jour. Et enfin, nous allons dire un mot sur l'insuline. Alors, si on veut, je pense que parler de l'insuline devrait mériter donc toute une vidéo, peut-être même plusieurs vidéos consacrées pour
Mais ce que je veux dire, c'est que le traitement par insuline est d'abord un traitement hormonal substitutif chez le diabétique de type 1, mais il peut être utilisé chez le diabétique de type 2 malgré qu'il n'y ait pas une insuline en carence absolue. Cependant, il y a le stade d'insuline en récurrence, c'est-à-dire à un moment donné, le pancréas ne va plus pouvoir synthétiser ni sécréter assez d'insuline pour subvenir aux besoins de l'organisme, et à ce moment-là, on serait obligé d'introduire l'insulinothérapie. Parfois même, on peut l'introduire dans des situations d'urgence, etc. Ce que je voudrais vous demander le plus rapidement possible, c'est de distinguer la distinction pharmacocinétique de l'insuline, elle est de mise. C'est la plus importante pour appréhender tous les schémas. D'accord ? Par exemple, si l'on allait vers la physiologie, notre organisme dans des situations de jeûne vont avoir une sécrétion insulinique basale pour éviter donc les hyperglycémies de jeûne. Et en postprandial, il y a des pics prandiaux d'insuline pour pallier à cette hyperglycémie qui pourrait être engendrée par le repas. Dans ce cas, donc, les industriels ou les laboratoires pharmacologiques, ils ont donc conçu des insulines, ils les ont parfois modifiées même, de façon à ce que nous disposions de deux types essentiellement de pharmacocinétique d'insuline, des insulines basales qui ont une action plus ou moins la plus plate possible pendant 12 voire 24 heures, qui peuvent être injectées donc généralement une seule fois par jour, et pour cibler la correction de la glycémie à jeun. En ce qui concerne les pics prandiaux, les insulines qui ont été conçues, donc ce sont des insulines rapides. Et ces insulines rapides devraient donc s'injecter juste avant les repas. C'est tout ce que je vais à dire. C'est loin d'être de résumer le tout, mais je pense que c'est juste les bases avant d'aller la prochaine fois peut-être parler un peu plus du traitement par insuline. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus succinct possible et en même temps pour ne pas omettre ou oublier certaines molécules. Il ne faut pas oublier que la science évolue chaque jour. Il y a de nouvelles molécules qui ont été découvertes très récemment qui s'appellent les glycines, mais je préfère taire le mode d'action pour ne pas trop vous encombrer. Je pense qu'avoir dit donc l'essentiel des traitements dont nous disposons pour avoir donc quand même une idée et avoir donc savoir les b.a.-ba du traitement antidiabétique oraux. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo, si Dieu le veut, pour d'autres précisions ou d'autres thèmes si vous voulez. Au revoir.